Allez-y, l'enregistrement est démarré. Alors, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Dominique Tremblay. Je suis directrice aux affaires publiques et gouvernementales à l'Association Restauration Québec. Je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième webinaire d'une série de 3 portant sur la modernisation du régime de santé et de sécurité de la CNESST. Présenté par notre partenaire Solutions Mieux-être LifeWorks, ceux-ci vous permettront de mieux comprendre vos nouvelles obligations en lien avec les normes du travail. Si vous n'étiez pas parmi nous pour le premier webinaire ou encore vous désirez le visionner de nouveau, sachez qu'il est disponible en ligne sur notre site Internet au www.restauration.org. Dans la section, vous vous rendez dans la section événements puis webinaire. Vous y trouverez et le webinaire et le document PDF de la présentation du premier webinaire là, sera également disponible à cet endroit. On va faire la même chose là, pour le deuxième webinaire dans les jours qui suivent. Donc, ce deuxième webinaire s'attardera notamment aux gros changements et je ne vous cacherai pas que ça va être beaucoup de travail relié à la mise en place des mécanismes intérimaires de prévention tels que l'analyse de risques à produire. Je vous laisse maintenant entre bonnes mains avec les animatrices d'aujourd'hui qui pourront se présenter elles-mêmes, soit Mesdames Maryse Desjardins et Émilie Raymond. Merci, Mme Côté, c'est gentil. Je me présente d'abord, Maryse Desjardins. Je suis gestionnaire, je dirige le service de formation en santé et sécurité pour Solutions Mieux-être LifeWorks. De mon côté, je suis membre du Barreau du Québec. Ça fait plus de 30 ans que je fais de la santé et sécurité. Je dirige le service depuis 12 ans déjà. Donc, ça va me faire plaisir d'être l'animatrice modératrice aujourd'hui davantage. Puis, il va m'accompagner aujourd'hui Émilie Raymond. Émilie est détentrice d'un bac en relations industrielles de l'Université de Montréal. Elle est membre des CRHA aussi, puis elle a été conseillère en gestion d'indemnisation pendant un peu plus d'un an. Et maintenant, depuis près de 6 ans, là, elle est conseillère en santé et sécurité au travail du côté de la prévention. Et elle est aussi formatrice au sein de notre programme de développement interne des compétences. Donc, Émilie va animer avec moi la séance d'aujourd'hui. Je vous rappelle que la séance est enregistrée et le contenu va être disponible sur le site, comme disait Mme Tremblay. Vous allez avoir aussi copie du PowerPoint, évidemment. Donc, aujourd'hui, pour compléter le premier webinaire qu'on a tenu, on va aller un peu plus en profondeur sur le régime intérimaire, un nouveau régime intérimaire à la CNSST. Et ce régime-là, il se divise en 2 parties, les mécanismes de participation et les mécanismes de prévention comme tels. C'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Un bref retour sur le contexte, mais on va surtout détailler le rôle des nouveaux intervenants qui entrent en jeu dans votre établissement, donc le représentant prévention et ou agent de liaison, et des mécanismes de prévention. Une parenthèse ici, normalement, on aurait dû inclure comité, mais ça va faire l'objet d'un 3e webinaire, on va y revenir tantôt. Et ensuite, on va adresser la question des mécanismes de prévention, c'est-à-dire les nouvelles obligations que tous les employeurs ont au niveau de l'identification et de l'analyse des risques pour certains, dépendamment de vos caractéristiques. Je vous rappelle que cette séance-là n'est pas un avis juridique, puis vous allez voir que si, avec certaines questions, on risque d'avoir des réponses parfois un peu floues. Tirez pas sur les messagères. Le problème étant que le règlement sur les mécanismes de prévention n'est pas encore voté officiellement. Donc, on vous présente les modifications que la CNSST entend établir là, dans celles qui existent déjà à l'heure actuelle et une partie des choses qui vont se mettre en place dans les prochains mois dès que le règlement sera passé en vigueur. Donc, je vais laisser la parole, puis à la fin, on va se terminer avec une période de questions. Donc, le webinaire a une durée d'1 heure et on va prendre environ une quinzaine de minutes avant, 15-20 minutes avant pour répondre à vos questions plus précises. Encore une fois, n'hésitez pas en cours de route à nous faire part de vos questions dans le clavardage. On va y répondre soit en cours de route, mais forcément, nécessairement à la fin là, pour ne pas casser le rythme de notre présentation. Alors, Émilie, je te laisse la parole. Donc, merci Maryse. Bonjour tout le monde. Je suis contente d'être avec vous là, aujourd'hui pour vous parler des éléments en lien avec le régime intérimaire. Donc, pour commencer, un petit rappel. Depuis le 6 avril 2022, les employeurs qui ont moins de 20 travailleurs doivent identifier leurs risques. Donc, à l'écran, là, vous voyez, là, c'est l'élément là, qui est en gras et souligné. Et un agent de liaison doit aussi être nommé là, par les travailleurs dans ces entreprises.
pour ceux qui ont 20 travailleurs et plus, les risques doivent être identifiés et analysés. Donc, c'est aussi en gras là, à l'écran. Et un représentant en santé et sécurité doit être nommé là, par les travailleurs. Donc, ces employeurs ont aussi l'obligation de mettre sur pied un comité de santé et sécurité. Donc, comme Marie disait tantôt, on ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'il y a une formation là, qui est prévue le 15 juin. Puis elle va traiter entièrement là, du comité de santé et sécurité. Donc, si vous êtes intéressé, là, vous pouvez vous inscrire. Donc, les éléments que je viens de vous nommer, ils font partie du régime intérimaire qui est, comme on vous le disait, notre sujet aujourd'hui. Cependant, d'autres changements vont se faire aussi d'ici 2025 lors de l'adoption de la loi et de ses règlements en version finale. Vous voyez en dessous des exigences du régime intérimaire les autres éléments là, qui vont être demandés dans les prochaines années. La CNESST n'a pas encore donné de détails sur ces autres éléments et sur comment exactement ils devront être mis en place dans les milieux de travail. Quand la CNESST va donner plus d'informations là, sur ces sujets-là, on va tenir à informer là, nos membres là, pour justement là, essayer de donner le plus d'informations qu'on aura là, au fur et à mesure. Donc, maintenant, voici les éléments là, qui sont liés au mécanisme de participation. Donc, la première chose qui est importante à savoir, c'est que le représentant ou l'agent, ça doit être un travailleur. Donc, il peut être temps plein, temps partiel, saisonnier, peu importe, ça, c'est pas important, mais ça doit être un travailleur. Un de leurs rôles, ça va être d'être le pont entre l'employeur et les travailleurs au niveau de la santé et sécurité. Mais on trouvait quand même important de vous préciser que quand cette personne-là va être nommée, il n'y a rien qui va vous empêcher de parler directement au travailleur. Ce n'est pas une obligation, par exemple, de passer par l'agent ou par le représentant. L'idée, c'est vraiment de faciliter la communication. Donc, pour l'instant, les fonctions qui sont précisées pour l'agent, c'est de coopérer avec l'employeur en matière de santé et de sécurité. Donc, l'idée, c'est, comme je dis, de faciliter la communication des informations au niveau de la santé et sécurité. Puis aussi, ça précise justement qui fait le lien entre l'employeur et les travailleurs dans l'établissement. Il peut aussi faire des recommandations écrites. Donc, l'idée, c'est de faire des recommandations à l'employeur sur l'identification des risques dans le milieu de travail. Il est aussi précisé que l'agent peut porter plainte à la CNESST. Ce point-là, je vais juste mettre un bémol dans le sens que tout le monde peut porter plainte à la CNESST. L'agent, les autres travailleurs, même un client, par exemple, qui verrait quelque chose qu'il ne trouve pas conforme chez vous, pourrait appeler la CNESST. Donc, tout le monde là, a ce droit-là là, au Québec. Donc, au niveau des fonctions du représentant, c'est de faire l'inspection des lieux de travail. Donc, l'idée, c'est de faire un examen minutieux. Il recense puis il signale les risques qui peuvent provoquer des accidents de travail ou des maladies professionnelles dans l'établissement. Il fait aussi des recommandations au comité de santé et sécurité, donc les recommandations qu'il croit pertinentes, puis les consignes par écrit. C'est aussi pertinent de préciser là, que le représentant doit être membre de votre comité de santé et sécurité. Puis, il peut aussi porter plainte à la CNESST, mais comme je vous disais, là, comme tous les autres agents, en fait, là, de votre milieu de travail. Donc, pour continuer, actuellement, pour le représentant, les fonctions qui sont en vigueur avec le régime intérimaire, c'est celles que je viens de vous nommer. Elles sont soulignées en gras là, présentement à l'écran. Donc, avec le temps, les fonctions du représentant, ils vont évoluer. Donc, comme on l'a dit tantôt, l'implantation de l'ensemble des changements va se faire d'ici 2025. Donc, pour vous donner une idée, le représentant aura aussi pour fonction de recevoir des avis d'accident et d'enquêter sur des événements qui ont ou qui auraient pu causer là, un accident. Puis, il devra aussi informer le comité de santé et sécurité du résultat là, de l'enquête qu'il va avoir faite. Il va devoir repérer les situations qui peuvent être source de danger pour les travailleurs. Il va aussi devoir accompagner l'inspecteur ou l'inspectrice de la CNESST lors de ses visites. Il va devoir aider les travailleurs dans l'exercice de leurs droits, et intervenir dans le cas où, par exemple, un travailleur exercerait là, son droit de refus. Collaborer à l'élaboration et à la mise en application du programme de prévention de l'employeur, en fait, en écrivant ses recommandations. Et il devra aussi participer à l'identification et à l'analyse des risques qui peuvent toucher la santé et la sécurité des travailleurs et communiquer au comité les éléments qui résultent de cette identification-là. Donc, ça, c'est vraiment des fonctions qui vont entrer en vigueur là, petit à petit dans les prochaines années, en fait.
Ensuite, ici, là, on a le temps de libération de l'agent et du représentant. Donc, vous devez savoir que ce qui prime au niveau du temps de libération, c'est l'entente entre les parties. Et à ce sujet-là, si vous avez une entente avec vos travailleurs, on vous recommande de noter les éléments qui ont été décidés par écrit dans le but, en fait, de garder là, des traces des décisions prises paritairement. Paritairement, ça veut dire entre l'employeur et les travailleurs. Donc, au niveau du temps de libération pour l'agent de liaison en santé et sécurité, pour l'instant, il est seulement précisé qu'il peut s'absenter de son travail lorsqu'il exerce ses fonctions. Il est donc nécessaire là, de s'entendre sur un nombre d'heures que l'agent pourra consacrer là, à la santé et sécurité dans l'établissement. Ensuite, pour le représentant en santé et sécurité, il est précisé que pour exercer ses fonctions, il peut s'absenter de son travail pour une durée déterminée par entente. Donc, encore une fois, là, on parle d'une entente entre les membres du comité de santé et sécurité et l'établissement. Mais dans ce cas-ci, s'il n'y a pas d'entente, il y a un temps minimal là, qui est indiqué pour le représentant. Donc, le temps est prévu pour chaque trimestre selon le nombre de travailleurs qui est, dans le fond, présent là, dans votre établissement. Donc, de 20 à 50 travailleurs, on parle de 9h45 minutes. On parle toujours, là, c'est par trimestre. De 51 à 100 travailleurs, on parle de 19h30 minutes. De 101 à 200 travailleurs, 32h30 minutes. Et de 201 à 300 travailleurs, 48h45 minutes. Bon, je ne crois pas qu'il y a aucun d'entre vous là, qui a un établissement de plus de 300 travailleurs. Si c'est le cas, on pourra vous donner les autres informations, là, mais je vais m'arrêter ici là, pour le nombre de minutes. Donc, aussi, vous devez savoir qu'évidemment, le représentant et l'agent sont considérés au travail lorsqu'ils font les fonctions liées à leur titre. Donc, vous avez sûrement deviné là, que ce n'est pas un travail qui est bénévole. Donc, ensuite, comme on l'a indiqué à notre dernier webinaire, on offre à nos membres des documents d'appel de candidature. Ces documents-là là, sont disponibles sur notre site Internet. Vous allez pouvoir les trouver dans la section documentation sous l'onglet risques spécifiques. Donc là, comme vous les voyez à l'écran, on a fait 2 documents, donc un pour l'agent et un pour le représentant. Donc, c'est toujours la même chose, là, moins de 20 travailleurs ou 20 travailleurs et plus. Donc, sur ces documents-là, comme vous pouvez voir, là, on décrit les fonctions de l'agent et du représentant. Puis, on indique aussi, dans le fond, si les travailleurs sont intéressés, ils peuvent indiquer leur nom en dessous, là. Donc, ça peut être un bon outil que vous pouvez utiliser là, pour aider vos travailleurs à nommer, en fait, leur agent ou leur représentant. Au final, qu'est-ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est les travailleurs qui doivent choisir. Cependant, sachez que la CNESST précise que si les travailleurs sont syndiqués, ce qui est probablement le cas là, pour certains d'entre vous, le représentant ou l'agent, il doit être désigné par l'association accréditée. Vous pouvez donc demander au délégué syndical, par exemple, de faire les démarches à ce niveau-là. Donc, au niveau des mécanismes de participation, ça fait le tour. Si vous avez des questions là, par rapport à ça précisément, n'hésitez pas à les écrire dans le clavardage. Là, on va y revenir à la fin là, pour vous aider à ce niveau-là. Donc, moi, je vais prendre le relais pour un petit exercice à faire avec vous. On a mentionné tantôt en ouverture que un des pans importants de la modernisation du régime, c'est d'avoir des mécanismes de prévention qui vont un peu plus loin que ce qui était actuellement. En fait, c'est la même chose, mais la CNSST force davantage d'employeurs à réaliser ces activités-là de prévention. Donc, la première qu'on va voir ensemble, c'est l'identification des risques, parce que, comme Émilie le mentionnait au début, à titre de rappel, tous les employeurs, qu'ils aient moins de 20 travailleurs ou plus de 20 travailleurs, doivent avoir fait une identification des risques en milieu de travail. Donc, je mets au défi, je vous invite dans le clavardage à me donner quels sont les risques qui sont présents actuellement dans votre entreprise. Donc, donnez-nous des réponses à cette question-là. Qu'est-ce que vous voyez comme risque actuellement qui serait présent dans votre entreprise? Donc, je vais en reproduire à l'écran pour la gouverne de tout le monde. Tout le monde les voit. Donc, on a un premier risque de plancher glissant. Oui. Des coupures. Des brûlures. Je vois que les statistiques n'ont pas beaucoup changé depuis 2014.
Ah, lourdeur des boîtes. OK. Ah, les torsions, oui, pas intéressant. C'est rare qu'on l'entend, celui-là. Les poids trop lourds, oui. Ici, on a les produits chimiques. Ah, on a les escabeaux. Intéressant. Charge lourde, on l'a déjà dit. Ah oui, bon commentaire, Mme Roy. Les risques qui ont déjà été établis par votre mutuelle. Oui, j'imagine que vous êtes en mutuelle avec nous. Oui, on a ça, les poids lourds, tendinites, les chutes. On voit qu'il y a des tendances, les chutes dans les escaliers. Oui, tout ce qui est coup de chaleur. Ah, intéressant. On n'a pas souvent celle-là. On l'a pour nos clients dans le domaine de l'horticulture. Encore quelques secondes pour inscrire des risques que vous voyez présents. Allergie alimentaire, oui, ça pourrait. Remarquez qu'il est peut-être plus tourné vers le client, mais quand même, je suis moi-même très allergique, donc je ne pourrais certainement pas travailler dans une cuisine de restaurant. Good, on a un bon échantillon. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de tendances qui sont, oui, le food testing, comme vous dites si bien en bon québécois. En fait, oui, c'est vrai que ça peut représenter un risque, surtout pour les nouveaux employés qu'on connaît moins. Donc, ce qui est intéressant, ce que j'aime bien, c'est que votre tendance est d'avoir une identification des risques qui est très variée. Donc, ça, c'est intéressant de voir vos commentaires à l'écran. Les blessures par impact. Ah, intéressant. Quel impact que vous voyez, M. Marc? Donnez-moi un exemple plus précis. L'impact de quoi? Ça serait pas pire de savoir de où il vient l'impact. Ça peut être d'une gravité différente, dépendamment de l'impact. Donc, est-ce que vous avez d'autres détails à me donner? Il se promène dans les chariots, il ne voit pas la personne devant lui. Ah oui, oui. Ah ben oui. Collision de deux serveurs aussi, oui. Surtout dans des portes tournantes. Oh, choc psychologique. Wow, on a affaire à des connaisseurs. On est en train de déborder la matrice. Oui, des TMS, bien sûr. Good. Donc, si je regarde dans l'ensemble de vos réponses, ce qui est intéressant, c'est que vous avez, comme je le disais, un échantillonnage qui est très, très varié. Puis que, mon Dieu, je suis contente de vous lire parce que trop souvent, malheureusement encore en 2022, moi, je donne de la formation surtout à des gestionnaires, j'en donne aussi à des travailleurs, mais ma pratique, c'est plus orienté vers les gestionnaires par rapport à la gestion de la prévention. Et trop souvent, malheureusement, certains gestionnaires vont focuser uniquement sur la personne, sur l'individu. Donc, ce qui est intéressant dans vos commentaires, c'est que vous faites vous faites référence aux différentes composantes de la situation de travail, qui est une grille que nous utilisons nous-mêmes chez LifeWork. Attendez, je la monte à l'écran. Donc, j'ai laissé vos réponses quand même. Donc, on voit que dans les multiples exemples que vous m'avez donnés, vous faites référence à toutes ces composantes-là qu'il faut considérer lorsqu'on fait de l'identification de risque en milieu de travail. Donc, on utilise ce concept-là, le concept de la situation de travail, qui sous-entend qu'un individu utilise des équipements avec de la matière première dans un environnement, et c'est là que se trouvent les risques. Donc, dans une première étape au niveau de l'identification des risques, ben, il faut qu'on se donne une map, une carte de où on va regarder. Donc, c'est un peu ça le concept de la situation de travail, c'est où on va regarder. Puis, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que vous avez considéré les 4 composantes dans votre analyse. Puis, autrement, comme je vous disais tantôt, malheureusement, certaines personnes focusent encore sur l'individu, puis ils vont me dire des réponses comme ben, il n'a pas fait attention, il est allé trop vite, il ne regardait pas où il allait.
Donc, ça devient un peu plus culpabilisant, disons. Mais quand on utilise une grille comme ça pour se poser la question où se trouvent les risques, bien, ça nous évite d'avoir à analyser et identifier les risques uniquement au niveau de la personne. Donc, ça, c'est un premier élément à considérer. Je vais laisser Émilie continuer pour qu'est-ce qu'on va regarder dans tous ces éléments-là. Donc, oui, merci. Donc, dans le fond, moi, je vais maintenant vous présenter là, les catégories de risques. Puis, comme ça a été indiqué, en fait, dans le clavardage, là, ceux qui sont en mutuelle de prévention avec nous, vous savez que quand on vient faire la visite, là, quand votre conseiller en prévention vient faire la visite chez vous, il y a un programme de prévention qui est fait, qui identifie les risques. Mais on pensait quand même pertinent de vous présenter tout ça pour que vous soyez capable, bon, comme on le voit, vous êtes capable, vous en avez identifié plusieurs, de les identifier, puis peut-être même de bonifier, parce que c'est sûr que le conseiller en prévention, lui, il prend une genre de photo au moment où il se présente chez vous, mais des fois, il y a des choses peut-être plus cachées ou des choses qui se font au niveau des tâches là, qui ne se font pas, par exemple, quand on passe. Donc, à l'écran, en ce moment, vous voyez 6 catégories de risques, donc les risques chimiques, à la sécurité, les risques ergonomiques, physiques, biologiques et finalement, on a aussi les risques psychosociaux. Donc, l'idée, c'est d'identifier vos risques dans chaque catégorie. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des exemples, mais étant donné que vous venez là, probablement de milieux différents, donc on peut penser restaurant, hôtel, bar, il y a peut-être même des gens là, d'autres secteurs, ben, en tout cas quelque chose de semblable, là, mais l'autre fois, on entendait parler, par exemple, d'un camping ou des choses comme ça, donc ça se peut que ça ne s'applique pas nécessairement à vous. Mais dans le fond, je vais quand même essayer de vous donner là, des exemples qui sont les plus proches de votre réalité. Donc, avec les risques chimiques, on fait surtout référence en fait aux risques qui sont liés aux produits que vous utilisez, comme par exemple le nettoyant à plaques, les différents savons ou le dégraisseur. On peut aussi penser aux produits qui sont utilisés, là, par exemple, dans une buanderie, dans un hôtel. Pour les risques à la sécurité, on peut penser aux risques là, qui sont liés aux machines, donc par exemple une façonneuse ou un coupe-légumes. Ces machines-là, dans le fond, ils amènent des risques, par exemple, de coupure, de lacération. Il peut même avoir des risques d'amputation là, dans les pires cas. Il y a aussi des risques de chute qui se divisent en 2 catégories. Donc, les risques de chute en hauteur lors de l'utilisation d'un escabeau ou d'une échelle, par exemple, et les risques de chute de même niveau. Donc, à cause, entre autres, là, des planchers glissants, là, ce que vous nommiez tantôt là, dans le clavardage. Donc, au niveau des risques ergonomiques, ils peuvent être liés à des tâches répétitives, comme le fait de couper des aliments sur une longue période de temps. Ça peut aussi être lié à l'utilisation d'équipements, comme une torpille ou une tablette électronique, et aussi aux efforts excessifs en soulevant les boîtes là, lorsqu'on défait la commande, là, par exemple. Bon, pour ce qui est des risques physiques, on fait référence, par exemple, aux risques liés à la température dans la cuisine, ça avait été nommé, ou dans les congélateurs, ou au bruit excessif. Au sujet des risques biologiques, bon, je suis certaine que vous allez être d'accord avec moi, là, on en a entendu beaucoup parler avec la pandémie dans les dernières années. Donc, c'est les risques qui sont liés aux virus ou aux bactéries qui seraient présents là, dans le milieu de travail. Donc, on peut bien sûr penser à la COVID-19, mais on peut aussi penser au risque, là, par exemple, de se piquer avec une aiguille là, dans un hôtel, par exemple. Et finalement, les risques psychosociaux qui peuvent être entre autres liés au harcèlement de la part de clients ou de collègues, à la violence en milieu de travail ou aux événements traumatisants, comme par exemple un vol à main armée. Donc, ça, c'est vraiment nos catégories de risques là, qui nous aident à identifier l'ensemble de nos risques là, dans nos milieux de travail. Donc, après avoir identifié les risques, la prochaine étape pour les employeurs qui ont 20 travailleurs et plus, c'est de les analyser. Donc, c'est-à-dire évaluer la probabilité que le risque entraîne un accident et estimer la gravité potentielle des conséquences de cet accident. Donc, l'idée de l'analyse de risque, c'est de prioriser les actions à prendre. En fait, c'est de savoir où on doit mettre notre temps. Comme vous devez vous douter, plus le niveau de risque est élevé, plus on devrait agir rapidement. Ça sert aussi à mesurer le progrès, puisque le niveau de risque il devrait s'améliorer après qu'on ait mis en place des moyens de prévention.
Il y a plusieurs méthodes d'analyse qui existent. À ce jour, la CNESST n'a pas statué sur une méthode en particulier, par exemple, qu'elle voudrait ou qu'elle prônerait. Ce n'est pas fait pour le moment. Je ne sais pas si ça va être fait là, dans le futur. Mais en fonction du type de risque, on peut utiliser une matrice assez simple là, comme celle que vous voyez à l'écran présentement, là, puis que je vais vous présenter, soit un croisement entre la probabilité et la gravité, ou encore on peut utiliser une démarche plus précise, comme l'estimation du risque qui est utilisée par exemple en sécurité des machines depuis 2005, ou il existe également, là, pour votre information, là, une norme ISO sur ce sujet-là. Donc, peu importe la méthode que vous allez choisir, elle doit être adaptée à votre milieu de travail et les analyses doivent être faites en collaboration avec des travailleurs. C'est vraiment la meilleure façon de faire, étant donné que, eux sont sur le terrain et tout ça. Ça se peut que vous le soyez aussi, surtout en ce moment là, avec la pénurie de main-d'œuvre. Mais dans le fond, c'est vraiment une bonne façon de faire, là, de collaborer avec les travailleurs. Donc, c'est aussi important de garder des traces écrites de ces analyses de risque et du niveau de priorité là, qui est associé. Donc, je vais vous donner un exemple. Si on prend le risque de se brûler en sortant une plaque du four, tout dépendant de votre milieu de travail, de ce que vous avez déjà mis en place, vous devez évaluer la probabilité que ça arrive. Donc, est-ce que les chances qu'un travailleur se brûle sont faibles, moyennes ou élevées? Vous devez évaluer, là, justement, comme je disais, les mesures qui ont été mises en place là, pour évaluer justement la probabilité là, que ça arrive. Ensuite, vous devez vous demander le fait de se brûler. C'est lié à quelle gravité? Une gravité faible, moyenne ou élevée? Pour vous aider, vous pouvez penser aux répercussions que le fait de se brûler, que le fait de se brûler pourrait apporter. Quelles répercussions là, ça pourrait amener pour le travailleur? Donc ça, c'est un modèle assez simple qui permet de se demander quels risques vont être à prioriser. Donc, selon ces deux éléments, la matrice va déterminer un niveau de priorisation. Donc, 5 étant peu prioritaire et 1 étant très prioritaire. Un principe qui pourrait vous aider à faire cet exercice-là chez vous, là, ce serait d'abord de déterminer les critères des différents niveaux. On vous conseille de faire tout ça en équipe là, pour avoir plusieurs têtes, puis ça va permettre d'évaluer davantage tous les éléments. Donc, je vais vous donner un exemple. Au niveau de la gravité, nous, on pourrait déterminer, par exemple, certaines balises. On pourrait dire que élevé, ça veut dire des choses comme amputation, fracture grave, empoisonnement, saignement important, traumatisme crânien grave ou maladie mortelle. Fait que c'est vraiment là, un niveau de gravité plus élevé. Moyenne, ça pourrait être une entorse, une élongation musculaire, une brûlure qui serait localisée, dermatite, blessure qui entraîne plusieurs jours d'absence. Et faible, on ferait plutôt référence à une blessure qui nécessite que des premiers soins, une douleur, par exemple, une irritation ou un étourdissement là, de courte durée. Au niveau de la probabilité, on pourrait mettre les mêmes balises. Donc, par exemple, au niveau élevé, on pourrait déterminer que ça s'est déjà produit dans le passé ou que ça a vraiment déjà passé proche là, de se produire. Moyenne, ça pourrait être qu'il y a une bonne possibilité que ça se produise, et faible, qu'il y a peu de chances que ça arrive. Donc, comme je vous dis, ces balises-là, ce sont des exemples. Vous pouvez déterminer vos propres balises, comme je le disais, en équipe idéalement. Donc, l'important, c'est surtout que les mêmes balises soient utilisées tout au long du processus, donc pour tous les risques que vous allez identifier, pour que la priorisation, en fait, elle fasse du sens. Parce que c'est ça l'objectif principal de l'analyse des risques, c'est que les priorités soient mises aux bonnes places, en fait, là, aux endroits les plus dangereux, donc aux plus risqués. Donc, si je peux me permettre de compléter l'explication sur comment l'utiliser. Donc, si vous jugez, par exemple, que la probabilité est faible, vous allez choisir cette rangée-là et que vous jugez que la gravité est élevée. Donc, on va faire le croisement entre, il faut croiser entre la probabilité et la gravité. Donc, c'est-à-dire, pardon, j'étudie faible dans probabilité et ULI. Je ne vais pas me tromper. Je pense que tu as dit faible probabilité, oui. puis gravité, mais en tout cas, sinon, dans tous les cas, tu peux donner. C'est ça. Bon, ça commence bien. Donc, une faible probabilité, mais avec un risque élevé. Donc, on dirait le risque est élevé, la probabilité est faible. Donc, le croisement des deux axes, ce serait une cote de 3. Si par contre, vous jugez que la gravité est élevée et la probabilité est élevée, donc le croisement des deux axes, ce serait une cote de 1. Donc,
comme le disait tantôt Émilie, la cote de 1 en rouge, pompier, c'est vraiment quelque chose de prioritaire à comparer à une cote de 5 qui est un peu moins prioritaire. On va vous mettre en exercice. On vous montre une photo et toujours avec l'axe, dites-nous quelle cote votre évaluation, à quelle cote vous la donnez, cette mise en situation-là ici. Donc, vous avez quelqu'un qui marche dans une cuisine en espérant que la plaque de croissant n'est pas trop chaude. De toute façon, il ne tiendrait pas comme ça. Mais selon vous, ce serait une cote. Laquelle des cotes vous choisiriez? Dites-nous votre cote dans le clavardage. On va voir si vous avez les mêmes évaluations, toujours dans le contexte. Donc, on a du 2, du 4. Il y a une grosse tendance vers le 2, hein? Intéressant, intéressant. Ah, il y a un 3, un 4. Mais allons-y avec la famille, la majorité. Je pense que la plupart, vous avez voté un 2. Vous remarquerez ici que la cote 2, elle se retrouve dans deux axes à des niveaux différents. Peut-être un commentaire là-dessus, Émilie? Au niveau du Oui, pardon, je m'étais mutée, il a fallu que je... Pardon. Oui, c'est que dans le fond, l'idée, là, c'est un niveau de priorisation. Donc, si, mettons, on prend l'exemple d'une gravité qui serait élevée avec une probabilité moyenne, on arrive à 2, autant qu'avec une gravité moyenne, mais une probabilité élevée que ça l'arrive, tu sais. Donc, l'idée là-dedans, c'est qu'on les classe, donc, comme on disait, de 1 à 5, mais qu'une situation avec, mettons, les deux axes, les deux thèmes différents peuvent quand même arriver au même numéro, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça l'idée, là. À la même cote. Et c'est ce qui fait que ça nivelle un peu si tout le monde se met dans le groupe à faire l'évaluation, ben, ça se peut qu'on arrive tous à un 2, même si on a des perceptions qui sont un peu différentes d'une personne à l'autre. Un autre exemple, juste pour voir si on a la même évaluation. Allez-y, donnez-nous votre cote dans le clavardage. Peut-être aussi pour aider, là, pour ceux peut-être qui n'ont pas de trancheur. Et que là, cette machine-là, je ne la connais pas nécessairement, ou en tout cas, je l'ai vue peut-être de loin. Là. Pour le trancheur qu'on voit ici, il manque un protecteur. Là. Oui, sur la lame. Oui, exactement. Les deux trous qu'on voit, là, habituellement, il y a un protecteur qui vient s'ajouter ici, qui vient en fait protéger la lame là, lorsque les personnes là, utilisent le trancheur, lorsque les travailleurs utilisent le trancheur. Bon, alors là, on a oh, boy, là, c'est varié. 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2. Wow! OK. Mais on a une petite tendance vers le 1. Majoritairement plus vers le 1. Vous voyez, c'est ce qu'on voulait vous faire réaliser avec cet exercice-là, c'est que on est, je ne sais pas combien de personnes, on est 47 personnes dans la salle virtuelle. Bien, on pourrait avoir chacun une évaluation très différente. La perception du risque varie beaucoup d'une personne à l'autre. Ça dépend de plusieurs facteurs comme l'expérience de travail, l'expérience en termes d'accident, ça dépend de l'éducation, de la connaissance des risques et des dangers. Et surtout, ça va dépendre de votre milieu, comme le disait Émilie tantôt. Donc, des grilles parfaites, il n'y en a pas parce que les critères ou les cotes que vous allez vous donner vont dépendre de votre mesure à vous dans votre milieu de travail. Donc, il ne faut pas que ça devienne une béquille, il faut que ce soit un outil. Donc, ce qu'on vous suggère, si vous voulez faire l'exercice avec vos travailleurs ou vos membres de comité, c'est de la tester, la grille. Discuter ensemble de qu'est-ce que ça veut dire pour vous, faible, moyen, élevé. Entendez-vous sur un niveau là, en fonction de votre type d'activité. Même chose pour la probabilité. Puis vous allez voir, c'est un outil qui est facile. Ça vous permet de réduire l'effort au niveau de la priorisation. C'est beaucoup plus aidant de le faire comme ça. En autant que vous ayez des critères communs, pour ceux qui sont en mutuelle, bien entendu, quelqu'un dans le commentaire, dans le clavardage, tantôt disait ah, bien, c'est le conseiller qui fait notre évaluation, notre analyse de risque. Oui, vous êtes gâtés. En mutuelle, vous avez ce service-là, mais on jugeait quand même important de vous montrer une démarche pour comprendre le phénomène, comment le faire.
pour vous donner des outils pour pas que ce soit trop lourd pour vous, puis que vous compreniez aussi l'importance de faire une priorisation. Donc, cet outil-là, on l'espère qu'il va vous aider. Là, on a pris un cas virtuel, mais l'important, c'est de l'adapter à votre milieu. Avant qu'on continue, un dernier commentaire par rapport au milieu, justement, bien, des restaurants de style restauration rapide, pour eux, la friteuse, c'est utilisé 100 du temps. À côté, on a un restaurant qui fait peut-être de la cuisine française. Ils vont peut-être utiliser une friteuse, je ne sais pas moi, 1 heure et demie, 2 heures dans une journée. Vous voyez déjà la différence que ça peut avoir sur la probabilité, puis sur la gravité aussi. Donc, c'est sûr que ça voulait dire tenir compte du milieu. Donc, si vous avez des questions, on va y répondre tantôt en période de questions. On va continuer avec nos autres thèmes avant qu'on manque de temps. Donc, Émilie, je te laisse continuer. Oui, parfait. Puis j'ajouterais juste aussi que pour nos clients mutuels, on est aussi en ce moment à analyser comment on va pouvoir vous aider justement à faciliter l'analyse des risques. Fait qu'on ne vous laisse pas seul, on regarde tout ça de notre côté à nous aussi. Là. Donc, après avoir effectué les éléments qui sont précisés au régime, donc comme on le disait, l'identification puis l'analyse des risques, ça vous a permis de prioriser vos risques. Donc, ensuite, vous devrez mettre en place des moyens de prévention. Donc, même si ça sort un peu du cadre du régime intérimaire qu'on discute aujourd'hui, étant donné que c'est la suite logique des choses, on trouvait quand même pertinent de vous présenter des exemples de moyens de prévention qui sont liés à votre secteur d'activité, puis aussi des outils qui sont disponibles pour vous aider à ce niveau-là. Donc, on vous présente en ce moment à l'écran 3 types de moyens de prévention. Donc, le moyen de prévention à la source, ces moyens de prévention-là, en fait, sont ceux qui permettent carrément d'éliminer le risque. Donc, par exemple, si on pense au risque de coupure avec le trancheur à viande qu'on voyait tantôt, on pourrait décider carrément de se débarrasser du trancheur puis de plutôt se faire livrer la viande déjà tranchée. Donc, dans ce cas-là, le risque serait éliminé. Ce type de mesure-là, c'est le plus efficace, puis c'est aussi celui qui est priorisé par la CNESST, mais on sait cependant que ce n'est pas toujours possible d'éliminer complètement les risques. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous présente les moyens de prévention entre la source et la personne. Dans cette catégorie-là, le but, c'est de réduire le risque. Donc, on peut par exemple penser aux équipements de protection individuelle comme les gants anti-coupure, qui sont utilisés lors de la coupe de légumes ou aux lunettes, par exemple, de protection qui sont portées lors de l'utilisation des produits corrosifs. Dans cette catégorie-là, on peut penser aussi aux protecteurs sur les machines. Puis un autre exemple aussi qui sort un peu du cadre de la cuisine, ça serait une barrière acoustique, mettons, qui pourrait être utilisée autour d'une génératrice pour diminuer le bruit. Si, par exemple, dans un hôtel, il y aurait une génératrice assez bruyante. Puis finalement, on a les moyens de prévention auprès de la personne. Donc, comme les formations, les procédures de travail, les règles de santé et sécurité. Donc, au sujet des règles de santé et sécurité, justement, vous pourrez trouver des exemples de règles de santé et sécurité sur le site de l'ARQ. Puis vous pourrez les utiliser pour vous faire vous-même des règles personnalisées à votre milieu de travail. Donc, dans ces règles-là, il y a plusieurs thèmes qui sont proposés. Puis selon justement votre secteur d'activité, vous pouvez peut-être regarder les règles qui sont pertinentes pour vous. Donc, maintenant, je donne un exemple. Dans les règles, on parle de manutention de charge. C'est indiqué d'utiliser les moyens qui sont mis à votre disposition pour soulever les charges. Donc, par exemple, vous, si vous prenez ce thème-là dans votre entreprise, vous pourriez ajouter les moyens, justement, que vous proposez à vos travailleurs, comme par exemple, vous pourriez ajouter les chariots ou les diables. Donc, ça, c'est quand même un document intéressant que vous pourriez aller voir sur le site de l'ARQ. Donc, je vais maintenant vous parler de d'autres outils qui sont disponibles sur le site de l'ARQ qui peuvent vous aider à déterminer les moyens de prévention qui sont à mettre en place, mais qui peuvent aussi vous aider pour la formation de vos travailleurs. Donc, d'abord, vous devez savoir qu'il y a 30 procédures de travail qui sont disponibles sur le site. Donc, il y en a plusieurs qui sont écrites à droite à l'écran. Donc, par exemple, une procédure sur les couteaux, sur les échelles, sur l'entretien ménager dans un hôtel, sur les friteuses, sur les torpilles. Il y a vraiment plusieurs sujets diversifiés pour ces procédures-là. Puis en ce moment, à l'écran, en fait, vous avez aussi 2 exemples de ces procédures. Donc, on a par exemple le document sur le mélangeur. Attends, je vais te le montrer. Je vais le montrer à l'écran pour merveilleux, super. tout le monde. Donc voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien.
Oui, là, tu es à buanderie, juste revenir. Oh, pardon. On, Je vais on juste y va montrer ensuite. l'autre. Est-ce que là, vous le voyez? Là, tu es à manipuler les produits, mais ça s'en vient aussi. Fait que Ah, c'est excusez, juste je vous l'autre montre pas d'avant. je vous partage pas le bon écran. Désolée, voilà, j'y arrive. Bon, je l'ai. Désolée pour le contretemps. Donc, le mélangeur ici, donc il y en a pour plusieurs machines. Là, on a choisi de vous présenter mélangeur, mais justement, ça propose les méthodes de travail sécuritaires. Donc, par exemple, ça dit que seuls les travailleurs formés sont autorisés à le faire, manipulent et entretiennent l'appareil. Ça précise aussi, merci, en plus gros, d'arrêter de débrancher le mélangeur là, avant tout entretien, nettoyage. Donc, on parle de cadenassage pour s'assurer que quand on nettoie, ça ne puisse pas repartir. On a aussi dans cette fiche-là l'identification des moyens de protection. Fait que ça vous aide vraiment beaucoup aussi si tu remontes, Maryse, là, avec l'image du mélangeur, ça vient dire où sont les protecteurs, puis justement, qu'est-ce qui devrait être où, puis comment que ça devrait fonctionner. Fait que ça vous aide vraiment justement à savoir si votre machine elle est conforme. Puis si tu vas à la deuxième page, Maryse, on a aussi un élément là, pour le soulèvement et le transport du bol. Fait que ça dit, par exemple, de favoriser le travail d'équipe, d'aligner le corps et la charge, de déplacer les pieds pour se diriger. Fait que ça donne vraiment beaucoup d'informations sur la santé et sécurité en lien avec le mélangeur. Puis si on va justement à buanderie d'hôtel, qui est un autre secteur, on a aussi les méthodes de travail sécuritaires, donc par exemple de porter des souliers fermés, d'utiliser les tapis anti-fatigue. C'est aussi que ça peut vous donner des idées. Vous voyez ça, utiliser des tapis anti-fatigue. Ah ben oui, ça ferait du sens, je pourrais en acheter pour mes travailleurs. Lors des périodes de canicule, boire régulièrement de l'eau, on le sait là, que dans les buanderies, là, ça peut être très chaud. Donc, on a aussi les principes à respecter pour le déplacement, le soulèvement et le transport de charge, qui sont des choses qui sont souvent présentes dans les buanderies. Puis, à la deuxième page, on a aussi au niveau des aiguilles souillées. Donc, on parlait des risques biologiques tantôt. Donc, de procéder à une inspection visuelle pour s'assurer que les objets piquants ou tranchants ne se trouvent pas dans la literie. C'est vraiment des documents qui sont super pertinents. Puis, il y a aussi plusieurs procédures là, qui précisent les éléments sécuritaires, par exemple, à mettre en place là, avant, pendant, après l'utilisation. Donc, c'est super précis puis c'est vraiment clair. Donc, ça vous donne un peu une idée là, des informations qui sont présentes dans ces procédures. Puis, sincèrement, là, ces documents-là sont une mine d'or d'informations là, pour vous aider dans la gestion de vos risques. Donc, on vous encourage vraiment là, à aller les consulter puis à aller voir justement peut-être les procédures là, qui sont en lien avec votre milieu à vous. Là. On vous a mis l'adresse d'ailleurs au bas de l'écran. C'est l'adresse directe pour aller accéder aux documents. Super. Puis, on a aussi des documents, là, des fiches informatives, en fait, qui traitent des bonnes pratiques ergonomiques. Donc, les informations qui sont présentées, là, ça peut vous aider aussi à informer vos travailleurs là, sur les manières de prévenir ces risques-là. Puis des exemples là, de sujets qui sont traités sont, vous les voyez tous à l'écran, là, mais la manipulation des caisses, la manipulation des fûts, la préparation des aliments, le transport des bacs de vaisselle, l'utilisation d'une torpille. Donc, on voit même aussi à l'écran là, la première page de la fiche sur la manipulation d'éléments volumineux et lourds. Donc, elle précise encore une fois les méthodes de travail à privilégier, et les risques ergonomiques qui sont présents. Fait que, ça peut vraiment donner une bonne idée là, à ce niveau-là aussi là, de quoi mettre en place. Là. Fait que c'est surtout que l'ergonomie, des fois, c'est peut-être quelque chose qu'on est peut-être un petit peu moins à l'aise et tout. Fait que ça permet vraiment là, de vous donner des bons outils là, pour votre milieu de travail. Et on peut aussi compter sur le site sans harcèlement du microsite de votre association. Donc, vous avez l'adresse ici. Donc, pour ce qui a trait de tout ce qui est les risques psychologiques, donc ici, le site sans harcèlement a une tonne d'outils intéressants aussi. Il y a un webinaire que j'ai eu la chance d'animer qui est enregistré et présent dans cette page-là. Et il y a aussi un rappel des obligations, un modèle de procédure à suivre pour cet important risque psychologique-là. Donc, c'est un autre outil qui est vraiment intéressant pour aller se documenter puis avoir quelque chose de relativement facile à implanter. Puis, dans le fond, on continue un risque psychologique. Il y a aussi une procédure en cas de crise, d'agression ou de vol.
Fait qu'encore là, dans le fond, il y a des moyens de prévention qui sont précisés. Là. Vous envoyez le 3 là, dans notre capture d'écran, là, être courtois et saluer les clients, aborder prudemment les personnes suspectes. Fait que, ça donne vraiment des bons outils. Puis après ça aussi, dans la procédure, il y a quoi faire pendant, par exemple, un cas d'agression, quoi faire après. Donc, si on donne l'exemple d'après, là, il précise, entre autres, là, de verrouiller les portes, d'appeler la police, de noter tous les renseignements pertinents, de coopérer avec la police. Fait que, ça vous donne vraiment une bonne idée là, de quoi faire dans ces cas-là. Fait qu'encore là, dans la capture d'écran, vous voyez, là, c'est dans procédure en cas de crise, d'agression ou de vol. Fait que vous pouvez retrouver ça. Là, on a même le lien là, sur du site Internet, en fait. Et finalement, dans le fond, on parle des moyens de contrôle. Donc, s'il y a certaines personnes d'entre vous, en fait, qui ont été visitées par la CNESST, vous savez que suite au rapport, il est précisé l'importance de la permanence des correctifs. Donc, la permanence des correctifs, c'est quoi? C'est que quand on met quelque chose en place, on veut que ça se poursuive dans le temps. Puis, dans le fond, une bonne façon là, de faire ça, il y a plusieurs moyens, en fait, qui sont proposés par la CNESST. On en a sélectionné des exemples ici là, qu'on trouvait qui fitaient, là, en fait, avec votre secteur d'activité. Donc, par exemple, l'information. Donc, d'informer vos travailleurs sur les risques qui sont présents dans leur milieu de travail. La formation. Donc, par exemple, on peut penser à la formation SIMDUT pour les produits qui sont dangereux. Les inspections des lieux de travail. Vous avez justement là un exemple de la grille d'inspection, en fait, qui est proposée par l'ARQ. Là, on voit la section sur l'aménagement des lieux. Mais il y a différentes sections, là, par exemple la cuisine, les équipements de premiers soins, les mesures de sécurité en cas d'urgence. Fait que, la grille d'inspection, elle est séparée par section. Puis encore là, c'est quelque chose que vous pouvez personnaliser là, selon votre milieu de travail à vous. Et sinon, on peut penser aussi aux moyens de contrôle de la supervision. Donc, de superviser les travailleurs afin de s'assurer qu'ils respectent les procédures de travail puis qu'ils portent, par exemple, les équipements de protection individuelle là, que vous mettez à leur disposition. Puis, on peut aussi penser aux moyens de contrôle de l'entretien préventif. Donc, on parle d'aiguiser les couteaux avant qu'ils ne coupent plus, de vérifier les systèmes d'incendie comme les gicleurs ou de faire le nettoyage des hottes. Donc, c'est ça, ça fait un peu le tour là, des éléments qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. On espère là, que les explications ont été claires et utiles, mais justement, là, on vous encourage fortement là, à poser vos questions dans le clavardage là, pour qu'on puisse répondre à vos questions, en fait. Oui, justement, on va faire un retour sur des questions qu'on a données dans le Q&A, là. Il y a M. Marc qui disait, il faut un agent de liaison même si on a seulement un employé. Donc, c'est une très bonne question. Oui. Écoutez, c'est sûr que c'est une situation particulière, mais si on y va by the book, oui, en bas de 20 travailleurs, mais dans le fond, si vous avez un travailleur, bien, ça serait clairement lui l'agent de liaison. L'idée, comme je disais, c'est vraiment de favoriser la communication. Fait que, j'imagine en général que quand vous avez un travailleur, la communication doit quand même être bonne là, parce que c'est avec lui que vous discutez seulement. Mais oui, by the book, comme je dis, ça serait lui qui serait sélectionné par défaut, en fait, étant donné que ça serait le seul travailleur. Là. Oui, ça serait plutôt étonnant qu'un inspecteur vous donne un avis de dérogation pour ça. Là. Je pense que si, dans ce cas-là, ça serait vraiment intense. Et M. Marc pose aussi la question, le plus gros défi présentement, que faire si aucun employé ne veut être un agent ou un représentant? En plus, c'est le seul. Alors, je blague. Non, mais, il y a peut-être deux entreprises aussi. Des fois, ils ont plusieurs restaurants. Oui, ça, c'est un défi. Puis c'est un défi, je pense, que tu parles aussi à Maryse dans les comités, hein, d'avoir les membres. C'est sûr que c'est pas évident. On le sait qu'en ce moment aussi, avec le manque de personnel et tout, c'est d'essayer d'amener ça d'une manière positive, qu'ils vont être là pour aider leurs collègues, que justement, l'idée, c'est de favoriser la santé et sécurité. Habituellement, dans les entreprises, il y a souvent quelqu'un que, on voit justement qui est plus intéressé à s'impliquer. Bon, là, vous me direz que peut-être que c'est pas le cas chez vous, puis en effet, c'est peut-être pas évident, mais ouais, c'est vraiment d'essayer d'amener ça d'une manière positive, que ce rôle-là, dans le fond, il est important, puis on a besoin aussi de quelqu'un, c'est de l'amener dans ce sens-là aussi, c'est que dans tous les cas, il devra avoir quelqu'un qui va être nommé. Là. Donc, c'est une obligation là, de la part de la CNESST. Oui, on peut aussi faire valoir d'autres arguments comme
comme par exemple, ben, la personne est en fonction. Quand elle fait partie Oui, d'un comité ou qu'elle est un agent, elle est rémunérée en principe dans cette période-là. Donc, ça, c'est un autre argument. Il y en a qui auraient peut-être peur de faire ça sur leur temps personnel. Puis, tantôt, on montrait tu sais, un processus de recrutement. Il ne faut pas oublier que tu sais, l'important, c'est que vous démontriez que vous avez pris des initiatives pour inviter les travailleurs à se désigner un représentant. Donc, avec un appel de candidature, par exemple, ou un affiche pour solliciter des noms, que ça vienne d'eux, ben, au moins, si un inspecteur passait et puis qui posait des questions là-dessus, ben, au moins, vous démontreriez que vous avez fait l'effort pour essayer d'en convaincre. Puis là, à partir de là, je pense qu'encore une fois, c'est une question de démontrer comme employeur qu'on veut respecter cette nouvelle obligation-là. Là. oui, puis je rajouterais, on l'a quand même nommé peut-être une ou deux fois dans le webinaire, là, l'idée que c'est important de noter. Fait que Maryse le disait, dans le fond, si on peut montrer justement ces éléments-là, mais ça, je vous dirais là, que c'est en lien avec tout ce qui a rapport avec la santé et sécurité. Là. Le plus on peut écrire nos démarches, le mieux c'est. Là. Oui, garder des traces de vos Ouais. efforts en prévention, c'est important. D'ailleurs, il y a quelqu'un tantôt qui demandait est-ce qu'il y aurait une formation au comité. Justement, le troisième webinaire va porter sur le comité et ses représentants et ses règles de fonctionnement. Donc, c'est le prochain webinaire qui est à l'agenda de l'association. Une autre question, comment déterminer le nombre d'employés? Nous avons plusieurs établissements. Calculons-nous le nombre par établissement où nous pourrions avoir un seul représentant pour toute l'entreprise? Ça, dans le fond, on en a parlé lors du dernier webinaire. Il existe un processus qui est possible à la CNESST qui s'appelle le multi-établissement. Donc, si vous respectez certains critères, vous pouvez vous prévaloir de ce processus-là de multi-établissement. Là, il faudrait que je retrouve C'est pour le représentant, là, en fait, là, que le comité, on Oui, va en parler dans le webinaire comité, les cas des multi-établissements. Mais là, la question était plutôt posée sur le représentant. Donc, est-ce que oui, c'est mais en les fait, mêmes règles? c'est la même chose. C'est que dans le fond, OK. le multi-établissement permet d'avoir un seul représentant et un seul comité, dans le fond. Mais il y a vraiment des critères qui doivent être respectés. Donc, par exemple, il doit y avoir 20 travailleurs par établissement. Donc, ça, c'est un des critères. Un autre critère, ça serait que, dans le fond, ce que la CNESST précise, c'est que le représentant, par exemple, doit être capable de faire son travail. Donc, on peut penser à la distance, mettons, géographique entre les restaurants. On peut penser aussi au nombre de travailleurs. Donc, s'il y a vraiment un nombre très, très, très élevé, c'est peut-être plus difficile. Mais ouais, si vous allez à notre première formation qu'on a donnée, là, le PowerPoint là, qui est disponible et même la formation en entier, on donne les informations là, par rapport au multi-établissement puis aux différents critères là, qui sont nécessaires. Il y a Mme Barsalou qui me demande est-ce qu'on a accès à une liste des risques afin d'accélérer le travail de notre comité car nous sommes un peu à court de personnel et ceci nous aiderait énormément. Je pense qu'on y a répondu en partie avec la grille d'inspection de tout à l'heure. Oui, et peut-être qu'on pourrait fournir aussi sur le site de l'ARQ, là, je ne sais plus exactement à quel endroit je pourrais retrouver ça, mais il y avait un processus qui avait été fait, oui, d'analyse de risque par secteur. Fait que je ne sais Entraînement à la pas. tâche, oui. Oui, je pense que c'est ça, fait qu'il pourrait quand Exact. même donner une bonne idée là, des différents risques là, par secteur d'activité, dans le fond, voyons, Par type d'emploi. cuisinier. Oui, exactement, par type d'emploi. Merci, Maryse. On va vous fournir des liens là, après dans le courriel qui va suivre la présentation là, en fin de journée. On va vous remettre les liens utiles dans le courriel qui va vous être acheminé. On me demande, est-ce qu'on va avoir accès à des suggestions pour des critères pour les balises, justement, pour l'analyse de risque? Hmm, ça serait difficile, je pense, d'avoir des critères pour votre établissement en particulier. Oui, pour l'instant, c'est dans le fond, nous, on a pensé aux critères qu'on vous a présentés aujourd'hui. Donc, tu sais, comme on disait, là, pour la gravité, d'y aller avec les choses vraiment graves, les choses moyennement graves, puis les éléments qui ne seraient pas graves s'il arrivait un accident. Mais c'est sûr que tu sais, sur Internet, il y a plusieurs éléments au niveau de l'analyse de risque. En ce moment, ce n'est pas précisé, mais peut-être, Maryse, on pourrait peut-être écrire dans le courriel, nous, qu'est-ce qu'on proposait, puis après ça, ça pourrait peut-être leur donner une idée d'aller autour de ça, peut-être? Oui, on pourrait vous donner un exemple de critères disponibles là, ben, de notre présentation d'aujourd'hui. De toute façon, vous allez avoir
aussi l'enregistrement. Oui, Donc, c'est vous vrai. pourrez réécouter cette partie-là, là, où donner les exemples de critères à utiliser dans chaque axe de cette grille-là. On va vous envoyer le PowerPoint. Oui, c'est une des questions qui était posée. Donc, oui, vous allez avoir des exemples pour vous inspirer aussi, là. Est-ce que vous avez d'autres questions pour nous? Il nous reste encore 5 minutes de disponibles. Si vous avez des questions, allez-y, gênez-vous pas. Faites-nous signe dans le clavardage ou dans le Q&A. Non, pas d'autres questions pour nous. Je pense qu'on a fait le tour des différentes questions. On demandait aussi, est-ce que toutes les adresses sont sur le site de l'ARQ? Oui, toutes celles qu'on vous a mises dans la présentation PowerPoint provenaient du site de santé et sécurité de l'ARQ. Excellent. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas, Marie, si tu aurais accès au site de l'ARQ pour oui, je peux montrer. le montrer. Parce que dans le fond, il faut quand même, si tu le tapes sur Google là, pour partir vraiment de la base, là, pour leur montrer la partie santé et sécurité. Ils ne sont pas longs, je vais y arriver. C'est l'adresse générale, je vous la montre. L'adresse générale est simple, c'est strestauration.org. Un petit peu, j'y arrive. Parfait. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'on voit le site à l'écran? Oui, on voit le site à l'écran. OK, parfait. Et même si, mettons, on part carrément de Google, là, vous allez voir, c'est en bas, dans le fond, vous allez voir santé et sécurité, puis là, vous allez arriver dans une autre section. Fait ici, dans le fond, mais si vous pouvez utiliser ce site-là, en fait, vous arrivez directement là. Donc, par exemple, les pratiques ergonomiques qu'on voit à gauche, c'est là qu'on faisait référence tantôt. Je vous parlais de 30 procédures de travail. C'est juste en haut, dans le fond, au-dessus. On a vraiment tous les éléments là, pour les procédures de travail. C'est fait que procédure, c'est assez clair, là, c'est tout bien divisé. Là, fait que c'est de cette façon-là là, que vous allez pouvoir aller chercher les documents là, qu'on vous a présentés, en fait. Oui, oui, excellent. Good. Alors, écoutez, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On est très, très contente de vos questions surtout, puis de votre participation. Je laisse le mot de la fin à Mme Tremblay. Oui, alors merci beaucoup, Mesdames Desjardins et Raymond. Ce fut très instructif une fois de plus. On le sait que c'est beaucoup de travail là, pour les gens, tous ces changements-là. Donc, pour nos participants en ligne, nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait, au 3e et dernier webinaire à venir sur les nouveautés là, de la CNESST, donc qui aura lieu le 15 juin prochain. On y parlera des stratégies nécessaires à déployer pour les nouveaux comités de prévention, donc une autre grosse partie de la job, si on veut. Donc, surveillez votre boîte courriel pour les communications à venir. On va faire des rappels aussi quand même pour les dates, pour les inscriptions, etc. Donc, notez aussi qu'un sondage de satisfaction vous sera envoyé à la suite du présent webinaire. Tout de suite après, je pense qu'il va rentrer là, quand vous allez fermer votre écran. Donc, nous vous invitons, s'il vous plaît, à le remplir rapidement dès la réception. Comme ça nous aide à nous améliorer là, dans les webinaires offerts, dans le contenu, etc. Donc, voilà, c'est ce qui met fin à ce rendez-vous. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une excellente journée. Merci d'avoir été parmi nous.